des modèles classiques, j'aime bien sortir un peu des sentiers battus et me dire vas-y, je fais pas comme tout le monde, j'essaie de faire quelque chose que les gens pensent impossible. C'est quoi le problème d'après toi quand tu étais freelance et on va dire comment tu comptais devenir plus un entrepreneur ou solopreneur, tu vois, t'appelles ça comme tu veux. Pourquoi tu t'es dit on va dire que t'allais faire ce switch là justement? C'est un peu une phrase de riche dans le sens où quand t'as genre 5 clients par mois, t'es déjà extrêmement content, tu vois. T'as pas de patron mais tes clients quand t'es freelance, c'est plus ou moins comme tes patrons. Il y a une personne derrière qui est prête à te payer plusieurs milliers d'euros pour de la presta ou pour du coaching et finalement tu dis bah non désolé je change de business model. Ça c'est atroce. Je te facture 10 fois plus cher parce que je te mets des experts ou alors je te mets des consulting en plus. Non ça se vend pas du tout comme ça. Là tu vas en vendre une par mois, deux par mois, grand max, mais ça te fera pas ton chiffre d'affaires. On se perd rapidement dans le jeu de Lego un peu en mode je vais faire plus de CA et du coup je vais employer plus de personnes parce que c'est ce qu'il faut. En vrai effectivement avec la formation en ligne maintenant tu peux faire des choses folles seul quoi. Finalement la valeur perçue va être élevée et donc tu vas avoir aussi envie en tant que client de t'engager. Tant et c'est pas un problème parce qu'ils ont besoin de clients donc je veux dire s'ils ont pas de clients ils ont du temps. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce énième épisode du podcast Offcast. Aujourd'hui avec Alban Lefebvre. Ça fait très longtemps que je voulais inviter Alban parce que bon, je suis presque certain que vous avez déjà vu sur LinkedIn parce que je pense que c'est le numéro 1 sur LinkedIn et quand on parle de prospection, tu as bientôt je pense 20 000 abonnés sur LinkedIn. Chaque jour tu fais des posts dédiés à la prospection qui font des centaines de likes et évidemment j'aimerais t'en parler. À la fois on va parler de LinkedIn, de prospection et surtout on va dire de ton changement de modèle parce que quand on s'est connus, pour la petite anecdote, on était, je pense, tous les deux plus ou moins freelance, cold email, LinkedIn, etc. Et toi, tu as totalement switch sur un modèle de formateur en ligne, formation en ligne. Et je pense que ça implique beaucoup de choses super intéressantes. Et j'aimerais beaucoup te poser beaucoup de questions parce que je pense qu'on ne s'en avait même pas trop vu ou parlé depuis que tu as fait ce changement. Et je pense qu'il y a plein de questions. Là, tu es actuellement, je pense, sur un modèle de chiffres. Enfin, tu nous dire un peu où tu en es. Mais du coup, je trouvais ça ultra intéressant que tu nous partages actuellement ta vision de LinkedIn, du contenu et surtout de la formation en ligne. Parce que du coup, tu as fait le choix de te spécialiser dans la formation en ligne. Là où beaucoup de gens essaient de le fuir un peu pour faire plus du service, on va dire. Donc, je suis ultra, on dirait, impatient de te poser toutes ces questions-là. Avant ça, comment tu vas, Alban? T'es chaud? Écoute très bien, je suis très chaud, très content d'être là donc hâte de commencer à parler de tout ça quoi. Yes. Bah écoute, on va commencer direct. Évidemment, dans le podcast, on ne pose pas des questions, on va dire, sur le parcours de l'invité depuis le collège. La première question que j'ai, c'est quelle est la chose qui a été vraiment game changer pour toi, là, du coup, dans ton business la semaine dernière? Bah écoute, on va dire que depuis la semaine dernière, c'est vraiment le gros point d'attention parce que bon, on reviendra peut-être sur le sujet un peu plus tard, mais je pars bientôt en Australie, donc ça va impliquer aussi beaucoup de voyages, de vacances, de visites, etc. Donc ça fera qu'au niveau de mon business, je suis obligé de switcher parce que je pourrais pas faire un classique 9h 18h comme 95% des freelances quoi. Donc je serai obligé de m'adapter. Donc le gros sujet du moment, c'est qu'il faut que je bosse on va dire la partie masterclass et donc là je suis en train de bosser là-dessus à fond. Pour expliquer du coup masterclass, vraiment des webinaires, ce qu'on appelle des masterclass, c'est un peu mon modèle, mais c'est finalement des webinaires d'une heure dans lesquels je vais donner pas mal d'astuces à l'audience finalement sur la prospection. Donc ça va être des formats beaucoup plus longs que mes contenus LinkedIn, mes carousels, visuels, etc. que je peux avoir l'habitude de poster au quotidien. Et ça va permettre de capter l'attention de manière aussi plus longue et plus rigoureuse sur pas mal de sujets liés à la prospection, donc vraiment sensibiliser sur toutes les raisons pour lesquelles ce que je fais est important. Et derrière, ça me permet aussi de pouvoir vendre ma formation en fin de masterclass. Donc c'est un vrai moteur d'acquisition et je vais pas mal l'exploiter. Là, c'est le gros sujet du moment, quoi. Okay. Bah, écoute, j'avais pas prévu de parler de ça parce que je savais pas que tu allais faire des masterclass ou du moins on dire que tu avais prévu d'en faire beaucoup. Mais c'est ultra intéressant parce que, alors, je pense qu'on peut, on va dire, le roi de la formation et à la fois le pire ennemi, c'est Yomi Denzel quand on parle de formation en ligne. Et je sais que lui, récemment, je pense qu'il vend uniquement masterclass. Enfin, pour toutes ses formations, il fait que masterclass, etc. D'après moi, je pensais que c'était un modèle qui était un peu dépassé, qui était un peu vieux, parce que du coup, tu dois dire à chaque fois à telle personne de se connecter uniquement à telle heure. Et du coup, dans ma tête, tu rates, on va dire, peut-être, je sais pas, 80% des personnes qui pourraient pourtant, on va dire, t'écouter. Si tu le fais, je suppose que ça marche. Si Yomi le fait, je suppose que ça marche. Mais du coup, je suis quand même très curieux de savoir pourquoi tu as pris ce modèle justement de masterclass et pourquoi, on va dire, c'est un des meilleurs modèles d'acquisition. De toute façon, je te poserai la question un peu plus tard. Juste pour qu'on ait un peu, on va dire, la grande image, on va dire, de ce que tu fais. Tu faisais quoi un petit peu rapidement avant? Et là, quand on parle de switch, de formation, concrètement, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, sur la partie prospection, j'étais très axé prestation, on va dire. Donc je faisais de la presta, de l'accompagnement. C'était du done for you, c'est-à-dire vraiment, je m'occupe de la prospection pour mes clients, donc des TPE, entrepreneurs, freelance, coach, formateurs, tout ça. Donc vraiment des profils très petites entreprises ou petites entreprises et indépendants. Et donc je prenais en charge toute leur prospection de vraiment de la définition du personnage jusqu'à vraiment le setting finalement
donc la prise de rendez-vous pour que le client n'ait plus qu'à signer, enfin qu'à closer derrière le prospect. Donc je faisais pas la partie closing, mais en gros je gérais tout. Donc ça prenait aussi beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que j'adore faire évidemment parce que c'est mon voilà, c'est mon job au quotidien et ça restera cette thématique que je mettrai en avant à travers mes contenus, etc. pour les prochaines années. Mais et puis voilà, comme tu dis, j'ai pu aussi vraiment faire grossir mon audience là sur LinkedIn. En l'espace d'un an, hein, vraiment. Alors je suis pas encore à 20 000, je suis même pas encore à 19 000, mais ça, je pense que je serai à Ouais, 19 ça 000 arrive. Ouais. au 31 décembre 2024. Ouais, ouais, ça arrive très vite. Il y a une vraie hyper croissance où là j'ai un peu frappé mon micro. Il y a une vraie croissance donc c'est cool et du coup j'ai oublié ta question d'origine, hein, désolé. C'était quoi déjà? Non, mais je sais même plus, mais de toute façon, c'est pas très grave. De toute façon, l'idée, c'est qu'à chaque fois, je te pose pas mal de questions sur ce que tu fais. Et c'est qu'effectivement, Voilà. juste, Ouais. alors, t'as quand même voulu arrêter, on va dire, d'être freelance, entre guillemets. J'ai ressenti la même chose, peut-être que je te dirai après, du coup, moi, enfin, je vais pas faire de la formation en ligne, mais du coup, je vais également changer un peu de modèle. C'était quoi le problème, d'après toi, quand tu étais freelance et, on va dire, comment tu comptais devenir plus un entrepreneur ou solopreneur, tu vois, t'appelles ça comme tu veux. Euh, Pourquoi tu t'es dit, on va dire, que tu allais faire ce switch-là, justement? Bah, tu sais, il y a cette vraie tendance au final, bon, en tout cas, quand t'es un peu entrepreneur dans l'âme, moi, c'est un peu ce que j'avais dans l'âme depuis un moment, enfin, dans la tête, on va dire. Je voulais être entrepreneur, mais bon, ça veut tout et rien dire, évidemment. Et en fait, je me suis lancé en tant que freelance. Et pour moi, il y a une vraie distinction à faire entre freelance et entrepreneur. C'est que vraiment, un freelance, il échange son temps contre de l'argent, tu vois, et donc ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que je parlais juste avant du fameux, voilà, vraiment des horaires 9-18 heures, classiques, freelance, etc., où tu vas bosser un peu comme en CDI, mais tout seul de ton côté en solo, quoi. Moi, j'avais un problème avec ça, c'est-à-dire que ça prend vraiment beaucoup de temps. Enfin, tu bosses beaucoup, tu vas finalement pouvoir, tu vas limiter finalement ton impact, c'est-à-dire que tu vas avoir peu de clients chaque mois. Bon, peu, voilà, c'est un peu une phrase de riche dans le sens où quand t'as genre 5 clients par mois, t'es déjà extrêmement content, tu vois. Mais, euh, mais au final, quand tu grossis, effectivement, comme moi, où tu vas te retrouver, enfin, tu vas atteindre un plafond de verre où, voilà, tu pourras pas le dépasser. Tu vas avoir, je sais pas, 5 clients dans le mois, mais au final, tu te retrouves avec, genre 100, 200, 300 leads qui attendent derrière de pouvoir avoir leur place aussi. Tu te dis, putain, mais c'est des leads gâchés, en fait. C'est des leads qui sont gâchés et j'avais ce sentiment-là. Et donc, pour moi, mon switch, il a même été trop tardif. Et donc, basculer vers la formation, la grosse problématique, que justement la formation en ligne pouvait résoudre, c'était justement de ne pas pouvoir satisfaire toutes les personnes qui avaient potentiellement besoin de moi. Et donc en switchant sur de la formation en ligne, vraiment pouvoir finalement vendre un produit à plus de monde, même si au niveau pricing on est plus bas, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais au final ça me permet d'atteindre plus de monde et ça me plaît. J'ai besoin de toucher plus de monde, j'ai besoin qu'il y ait plus de monde qui me disent Alban, top tes techniques, Alban, super. Et finalement je vois tellement que mes méthodes fonctionnent que j'ai envie d'en faire profiter un maximum de monde. Je me dis pourquoi limiter mon impact à 5 clients par mois, tu vois. Et c'était ça le gros sujet. Ouais, totalement. Ouais, je cracherai jamais, on va dire, sur les freelances, sur le fait d'être freelance, parce qu'en vrai, c'est le meilleur truc possible pour commencer. Enfin, tu vois, t'as commencé par là, moi aussi, et je pense que c'est le meilleur truc pour commencer, mais effectivement, tu restes quand même un salarié premium, mais en fait, tu bosses quand même pour une entreprise, pour des clients. T'as pas de patron, mais tes clients, quand t'es freelance, c'est plus ou moins comme tes patrons. Effectivement, tu vois, tu peux en avoir 5. Si jamais tu veux faire un burn-out, tu peux en avoir 10 et tu fais beaucoup d'argent, mais du coup, t'as pas de vie, enfin, tu fais que ça, on va dire. Donc, ouais, t'es quand même très très vite capé quand t'es freelance. Et c'est qu'à chaque fois, tu as le débat de ok, bah, est-ce que je lance une agence? Est-ce que je fais de l'accompagnement done with you? Est-ce que je fais du coup une formation do it for you? Non, formation do it yourself, du coup, en l'occurrence. Et toi, justement, je Ouais. suppose que tu as un peu pensé, je pense, à tous ces modèles-là, en l'occurrence. Pourquoi tu as choisi de faire du coup de la formation pure? Bah, on va dire que, encore une fois, c'est le modèle le plus passif qui existe, je pense, la formation. Ouais, C'est-à-dire que voilà, parmi tous les modèles que je peux imaginer, j'en ai fait beaucoup, hein, vraiment, enfin, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns et j'en ai étudié beaucoup, mais au final, pour basculer sur la formation. Donc, il y avait comme je disais, le Done for You, le Done with You, ça, je l'ai fait jusqu'à il y a pas longtemps aussi, où je faisais vraiment, je coachais, quoi. C'est-à-dire qu'en one-to-one, comme on se voit actuellement en one-to-one, tu vois, je coachais des clients en leur expliquant toutes mes méthodes. Donc là, je le faisais pas pour eux, mais je leur expliquais comment le faire. Et après, bah, il y a eu plein de réflexions aussi sur tous les business models que je pouvais mettre en place là-dedans. Et étant donné que j'avais une vraie expertise en prospection, bah, même lancer un SaaS là-dedans, ça ouais, pouvait aussi avoir plus d'impact. Un SaaS que moi, je pouvais co-créer que quelqu'un de lambda qui s'y connaît pas forcément en vente, qui va avoir besoin de comprendre quelles sont les problématiques en prospection, etc. Moi, j'ai tout dans la tête. Je parle au quotidien avec des gens qui ont des galères en prospection. Moi, je vois aussi ce qui est galère pour moi en prospection au quotidien et qui est encore pas résolu. Et donc je saurais demain quoi lancer comme ça si je voulais en lancer un. Donc j'ai étudié ça, après aussi modèle d'agence pour aussi grossir, essayer de recruter, etc. Et au final en fait j'ai envie
de continuer cette aventure un peu solo, de solopreneur, et aussi notamment, bah déjà parce que je sais pas, il y a un côté excitant, je trouve que ça change, c'est-à-dire que ça va changer des modèles classiques, j'aime bien sortir un peu des sentiers battus et me dire vas-y, je fais pas comme tout le monde, j'essaie de faire quelque chose que les gens paraissent, enfin, que les gens trouvent, pensent impossible, on va dire. Et c'est marrant parce que bon, je pourrais m'étendre 1 milliard d'années sur le sujet, mais ça paraît tellement peu intuitif pour des gens comme mes parents, mes potes, etc., qui sont dans des, Ouais. tu vois, j'ai fait école de commerce, mes potes ils sont en finance, en audit, etc. Je dois avoir un pote sur tous mes potes qui est vraiment entrepreneur, tu vois. Et en fait, c'est ouf de voir que les gens te regardent en mode, mais tu sais, t'as l'impression que tu parles chinois ou que t'es vraiment, t'es vraiment à côté de la plaque, quoi. Alors qu'au final, et moi je suis pas du tout comme ça, mais je pense que tu regardes le CA d'un solopreneur comme moi ou peut-être comme d'autres que tu dois rencontrer au quotidien, il va être souvent plus ou moins supérieur quand même à quelqu'un qui bosse en CDI, etc. Et donc c'est intéressant. Et moi j'ai aucune prétention par rapport à ça parce que c'est pas le chiffre qui me fait triper dans cette expérience. C'est un peu ça évidemment, mais c'est aussi tout le parcours, cette fierté de se dire putain je bosse tout seul et j'arrive à générer tant de chiffre d'affaires, à avoir tant de clients, à avoir des gens qui ont besoin de moi au quotidien, qui me disent, qui ont envie d'acheter ma formation, etc. Bref, du coup, ouais, c'est vraiment tout ça qui est fou, quoi. Et puis, il y a mon départ en Australie, comme je disais, qui fait que je suis obligé, du coup, de rendre passif ce business et donc de choisir la formation plutôt que d'autres business models, quoi. Ouais. Pourquoi on a fait la même école, hein. Du coup, je vois très bien un peu les clichés de forcément, enfin, Bah oui, de bah oui. finance et audit, et on va dire qu'ils comprennent pas forcément parce que, en plus, il y a un problème avec l'ego dans le sens, en général, si jamais tu veux montrer, on va dire, à quel point tu as réussi, c'est soit ton CA à l'année, soit ton nombre d'employés, tu vois. Et là, bah, en fait, quand tu dis que t'as pas un CA très important ou pas beaucoup d'employés, bah forcément, ça impressionne pas beaucoup, les gens te reconnaissent pas, alors que le modèle solopreneur, tu peux, enfin, je pense que le plus connu, c'est Kevin Dufresne, tu vois, en France. Bah, tu vois, genre, monter à 70 000 euros de chiffre d'affaires récurrent, vraiment solo, tu vois, avec, je pense, des marges qui dépassent peut-être les 70%, voire même beaucoup plus, on va dire. Effectivement, c'est quand même des modèles qui sont pas du tout intuitifs, tu vois. Et on se perd rapidement dans le jeu de l'ego, un peu en mode je vais faire plus de CA, et du coup, je vais employer plus de personnes parce que c'est ce qu'il faut. En vrai, effectivement, avec la formation en ligne, maintenant, tu peux faire des choses folles seul, quoi. Donc, ok, ouais, Ouais, carrément. tu peux faire des choses folles. Ouais, 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 non, mais tu peux faire des choses folles et après il y a toujours ce sujet de pricing où du coup les formations de manière générale c'est compliqué de les vendre à des prix très élevés, tu vois. Et après selon le prix à laquelle tu vas les vendre, tu vas avoir des canaux d'acquisition différents à utiliser stratégiquement, quoi, tu vois. Closing, masterclass ou autre. Et donc ça va être aussi intéressant d'explorer tout ça. Donc moi je pense que en m'aventurant dans la formation, je pense que je vais rentrer aussi, je vais trouver des problématiques que je n'avais pas avant et qu'il va falloir que je résolve, hein. De toute façon c'est ça qui est excitant aussi, c'est des nouveaux challenges, quoi. ouais. Et justement, comment tu as construit un peu l'offre de ta formation? Parce que, effectivement, moi, je me suis également posé la question de est-ce que j'en sais une formation ou alors est-ce que je faisais de. En fait, ce qui se faisait beaucoup aussi, j'ai formation plus 1 heure de coaching. Et du coup, ça permet de passer en mode high ticket. Genre, bah, peut-être, tu vois, les Ouais. schématistes cloués, etc. Je pense que c'est plus ou moins comme ça leur modèle en mode tu as 90% des ressources qui sont du coup en formation. Mais en fait, je te facture 10 fois plus cher parce que je te mets des experts ou alors je te mets des consultings en plus, tu vois. Est-ce que tu as pensé aussi à ce modèle qui, j'ai l'impression, on va dire, pop beaucoup en ce moment? Ouais, c'est un truc qui devient de plus en plus récurrent. J'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps en visio, avec un autre expert en prospection. Et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de mixer les business models. C'est-à-dire, plutôt que de te dire je fais de la formation ou du done for you ou du done with you. Tu vois, moi j'avais même cette idée à un moment, mais bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc ce sera peut-être un projet même pour après l'Australie, etc. Quand je serai vraiment posé. Euh, Parce que pour l'instant, je joue un peu au Globetrotter là. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'idée de, typiquement, tu vois, moi, mon accompagnement en prospection, pour te la faire courte, c'est je vais apprendre à la personne, donc en mode formation, hein, pour le moment. C'était le même programme d'ailleurs en Done for You ou en Done with You. Mais en gros, j'apprends à la personne à mettre en place, enfin, à créer un système de prospection. Ensuite, à l'utiliser, ce système de prospection. Et ensuite, bah, enfin, je vais lui faire du consulting, la coacher, etc. Tu vois. Et donc, je trouve que c'est hyper finalement pas bête de dire vas-y enfin je vends la partie technique, je fais de la prestat, tu vois, la partie technique où il va falloir paramétrer la délivrabilité des mails, tout ça, tu vois. Bam, tout ça, c'est galère à faire pour pas mal de monde. Donc ça, je le fais en prestat, tu vois, ça prend pas trop de temps de mon côté, etc. Ensuite, je file ma formation en ligne. Là, ma formation en ligne, voilà, elle coûte le prix qu'elle coûte actuellement. Là, elle coûte 500 € en temps normal, sans les promos, etc.
Et ensuite, en plus de la formation en ligne, je fournis du coaching, tu vois. Et en fait, avoir plusieurs modèles, business models à la fois, ça te permet de faire grossir finalement la valeur de ton produit, de ton accompagnement, de ton programme, quoi. Et je trouve ça très puissant. Donc ça, c'est un truc auquel j'ai pensé, mais qui pour l'instant me semble pas faisable tout de suite dans la mesure où, voilà, de tout ce qui va m'arriver, le contexte avec mon départ à l'autre bout du monde, etc. Je pense que ça va être implémentable dans un second temps. Je pense quand je reviendrai, que je serai un peu plus posé, quoi. Ok, ouais, totalement. Vous savez à quel point c'était vraiment une contrainte pour toi le fait que tu partes en Australie? Enfin, pas une contrainte, mais dans le sens, tu en reparles à chaque fois de j'ai dû changer parce que je partais en Australie. En mode, tu savais que tu partais en Australie et du coup que ça allait pas, on va dire, marcher, je sais pas, d'un point de vue horaire ou même avec, on va dire, ton lifestyle. Du coup, tu t'es dit, ok, dans tous les cas, il faut que je switch de business model. Il faut plus que je sois dépendant de mon temps, en gros, c'est ça? Bah moi, ça a toujours été cette idée-là. Je veux dire, même hors départ Australie, d'accord. En fait, ça a été le déclencheur qui fait que je dois le faire plus tôt que prévu. Et justement, j'ai fait un post l'autre jour là-dessus et qui est programmé pour l'instant, qui est pas encore posté sur LinkedIn. Donc, vous le verrez si vous m'écoutez. Ouais. Et du coup, non, mais tu verras aussi. Mais en gros, ce que j'explique, c'est que finalement, certes, l'Australie fait que ça déclenche ce switch de business model, mais à la base, c'est quelque chose que je souhaitais. C'est-à-dire que je savais depuis un moment qu'il fallait que je bascule tout sur de la formation parce que ça va rendre mon business très passif, ça va me permettre de lancer des nouveaux projets et finalement de croître. Et après, voilà, c'est un engrenage positif, un cercle vicieux. Donc, je me disais qu'il fallait que je le fasse, mais je passais pas à l'action parce que il me disait c'est débile, j'ai encore le temps de faire de la presta actuellement, je veux dire la presta je peux vendre 5 10 fois le prix de ma formation, tu vois. Et je me dis c'est dommage de louper des tickets élevés comme ça où tu peux te faire un bon salaire tous les mois, etc. Ça c'est hyper frustrant de te dire bah il y a une personne derrière qui est prête à te payer plusieurs milliers d'euros pour de la presta ou pour du coaching. Et finalement, tu dis, bah non, désolé, je change de business model. Ça, c'est atroce. C'est hyper compliqué juste de psychologiquement te dire, non, je reste focus sur mon objectif numéro un, qui est de faire de la formation. Et donc, jusque-là, j'ai fait vraiment beaucoup de. Donc, j'ai lancé ma formation il y a 2 mois. Et j'ai continué à faire du done with you, done for you, j'en faisais très peu, j'en fais très peu là depuis septembre. Ok. Je crois que j'avais que 2 clients dessus depuis septembre là. Et sinon, je faisais que du coaching et je vendais ma formation, tu vois. Mais si je partais pas en Australie, j'aurais continué à faire comme ça, certainement. Ou j'aurais fait ce que je t'ai dit avant, c'est-à-dire faire de la presta plus du done with you plus de la formation en mode package intégral où là la personne paye un peu plus, tu vois. Ça va être du ticket plus élevé, du high ticket. Donc ouais, en gros, c'était ce projet, je l'avais depuis longtemps en tête de me basculer sur la formation et c'est comme si l'Australie me mettait un peu un coup de pression en me disant non, vas-y, il faut que tu le fasses maintenant parce qu'en Australie, ça va pas fonctionner, tu vois. Après, je me mettais pas trop enfin, je me mets peut-être trop la pression parce que j'aurais peut-être le temps aussi là-bas de bosser, mais je compte quand même aussi profiter de mon voyage là-bas, de visiter, de kiffer, etc. Donc, j'essaye garder les pieds sur terre, quoi. Ok, ouais. C'est super intéressant de parler, on va dire, de la FOMO que du coup que t'as. Enfin, FOMO, du coup, c'est Fear of Missing Out, la peur, on va dire, de perdre des choses. Ouais. Dans le sens, tu touches de modèle, et moi j'ai eu exactement pareil. Du coup, tu dois forcément dire non aux personnes qui voulaient le modèle ancien. C'est tellement, enfin, tellement dur parce que du coup, moi, pareil, avant, je faisais plus ou moins toutes les boîtes. Alors, moi, du coup, je n'ai pas fait de la formation, on va dire, j'ai fait une agence qui maintenant fait que accompagnement pour les agences marketing productisées, genre tous les mois. Donc, du coup, moi, c'est du done for you à 100%. Mais du coup, on fait uniquement ça de A à Z. Si tu bosses avec moi, on fait ça de A, on fait A, on fait B, on fait C. Et il n'y a pas trop d'autres choix, tu vois, parce qu'on sait que c'est ce qui marche le mieux pour les agences marketing. Mais du coup, à côté, tu dois refuser, on va dire, 60% des personnes qui sont qualifiées, qui sont prêtes à mettre leur carte bleue, et tu dois dire, bah écoute, non, j'ai changé de modèle. Ça, c'est que c'est très très dur, quoi, parce que ça te force à dire, ok, je suis focus. Mais en soi, quand on te propose pas mal de cas pour au final un truc que tu maîtrises facilement, c'est vrai que c'est quand même compliqué à refuser, quoi. C'est ça, bah faut avoir une force mentale de fou. Après, je pense que l'erreur, c'est de se dire, bah ces leads-là, on les perd et on les met de côté, on leur dit non, ciao. Alors qu'en fait, il faut tout simplement mettre en place aussi, je pense, et c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais je devrais le faire parce que j'ai quand même aussi beaucoup de leads de côté. Bah, un système d'apporteur d'affaires en fait, c'est-à-dire de pouvoir aussi facilement se créer son petit réseau d'experts en acquisition B2B, en création de leads, etc. Enfin, je dis ça, je donne cet exemple parce qu'on a tous les deux un peu cette même compétence, quoi. Mais même pour tout, quoi. Donc, dans n'importe quel domaine, il faut avoir son petit système d'apporteur d'affaires et c'est quelque chose que je vais essayer de développer, quoi. Ouais. Et du coup, désormais que tu as un modèle, on va dire, de formation en ligne et qui est du coup 100% scalable, enfin là, tu peux faire 2 ventes ou tu peux en faire 300. Forcément, tu as quand même un peu de coaching, donc tu vas peut-être pas faire en 300 d'un coup, mais c'est quand même beaucoup plus scalable que n'importe quel service. Enfin, c'est plus ou moins similaire au SaaS. Pourquoi t'as pas Ouais. actuellement, je sais pas, 2 fois, 5 fois, 10 fois plus de clients? Parce que moi, si j'avais un modèle comme ça, j'ai l'impression que je dormirais pas et je ferais que de l'acquisition tout le temps. Parce qu'en fait, du coup, c'est addictif. En fait, tu fais une vente, t'as presque pas grand-chose à faire, si ce n'est juste encaisser, tu vois, l'argent.
Actuellement, du coup, pourquoi t'as pas 10 fois plus de clients, par exemple? Bah écoute, en fait c'est intéressant ta question parce que même moi je trouve vraiment que je n'ai pas assez de clients par rapport à ce que je peux avoir, tu vois. Ok. Euh, Quand je parle, enfin voilà, tu vois, typiquement, bah, je vais te donner des chiffres, tu vois, ça va être plus simple pour illustrer le truc. J'ai lancé ma formation il y a 2 mois. La plupart me voient comme vraiment bah, effectivement l'expert ultime en prospection sur LinkedIn, etc. Parce que je crée beaucoup de contenu, etc. Même si je pense qu'il y a des experts beaucoup bien meilleurs que moi, hein. Vraiment, on va dire que sur la partie peut-être création de contenu, je suis peut-être meilleur que beaucoup de monde, mais sur la prospection, je pense pas être le meilleur. Enfin, en revanche, je vais quand même donner les méthodes qui vont permettre d'atteindre des résultats exceptionnels quand même, tu vois. Bref, moi je suis pas grosse hacker, j'ai plus cette casquette vraiment prospection classique, simple à mettre en place, que tout le monde va mettre en place et qui va fonctionner, tu vois. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, mince, ta question c'était quoi? Parce que je pars trop loin à chaque fois. Non, bah, pourquoi t'as pas 10 fois plus de clients? Ouais, donc voilà, donc je disais que j'avais partagé des chiffres justement. C'est que là, tu vois, en 2 mois, j'ai vendu une trentaine de fois ma formation, ce qui Ok. est relativement faible comparé à ce que beaucoup de gens attendent en fait finalement de la formation. Mais faut savoir que c'est ultra compliqué hein, de vendre de la formation. Avant d'en vendre, quand on écoute les Yomi, quand on écoute, j'apprécie Yomi, hein, je préfère le dire au cas où il check le petit podcast là. Bah, il le regarde, hein, sur tous les podcasts, il me dit qu'il check et tout. Voilà, C'est non, ça. mais- Non, non, mais bref, j'apprécie vraiment Yomi et ça fait partie un peu de mes modèles d'inspiration d'ailleurs, même si je sais que c'est un peu controversé enfin, l'opinion qu'ont les gens sur lui. Mais, euh, mais bref, voilà, beaucoup partagent le côté positif finalement de faire de la formation, le côté passif, etc. Mais il faut savoir que c'est pas si passif que ça, hein. Franchement, beaucoup de gens pensent qu'on va créer une formation et derrière on va faire 1, 2, 3, 4 posts LinkedIn par semaine avec un petit appel à l'action en fin de post. Non, ça se vend pas du tout comme ça. Là, tu vas en vendre une par mois, 2 par mois, grand max, mais ça te fera pas ton chiffre d'affaires, quoi. Et ça, je m'en rends compte, et c'est aussi pour ça que j'essaye de faire de l'acquisition via de la masterclass, via aussi un peu de closing, même si j'en fais pas énormément. Mais il va y avoir des techniques et c'est pour ça que je disais justement là l'acquisition ça va me permettre d'aller trouver ces fameux 10 fois plus de clients 10 fois plus de clients que je n'ai pas encore. La masterclass, le webinaire, tout ça c'est vraiment quelque chose de central qui fonctionne en formation, donc si jamais vous lancez de la formation directement enfin faut focus sur du webinaire, de la masterclass parce que c'est ça qui va vendre. Au début je pensais pas que ça fonctionnait, vraiment j'étais persuadé que j'ai fait le test une fois en me disant ça fonctionne pas. Là, j'ai fait que 2 masterclass jusqu'aujourd'hui et franchement, ça m'a permis de vendre quand même les 2 tiers des formations que j'ai vendues. Ça s'est fait via À ce seulement point-là, deux ah, vache. masterclass. Ok, ok. Donc en 48 heures, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en 48 heures, on parlait de FOMO juste avant, FOMO, Fear of Missing Out. Tu vas proposer une promo un peu urgente où la personne elle va se dire mince si je profite pas de la promo, je vais louper une opportunité de malade. Tu fais un FOMO. De 24 heures, 48 heures. Même parfois, il y en a qui vendent sur de la masterclass juste sur la Direct. masterclass. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a littéralement un compte à rebours. Tu sais Ça, que la c'est masterclass, ok. elle dure 1 heure. Compte à rebours, c'est un peu un truc de fou, ça. Ça, c'est à l'américaine, en fait. C'est des trucs à l'américaine. Et moi, je pensais pas que ça fonctionnait en France. Mais je voyais quand même des gens en parler. Des Laurine Bemer, voilà, des Yomi, etc. Et je me disais, ouais, est-ce que ça fonctionnerait aussi pour moi? Et bon, ça commence à fonctionner. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Mais ça se vend, c'est facile de faire déjà une dizaine de ventes sur une masterclass de formation, quoi. Donc, bizarrement. Mais il y a voilà, moi, tout le travail d'acquisition, c'est masterclass, et vraiment, le plus dur aussi, c'est d'aller trouver, c'est pas de préparer la masterclass, de préparer le contenu, le lien de diffusion, le stream et tout. Le plus dur, c'est vraiment de trouver les gens qui vont y participer. Ah, bien sûr. Parce que souvent, on dit qu'il y a finalement peu de personnes qui se connectent. Souvent, on dit en moyenne, tu as 35% des gens qui se connectent sur une masterclass, 35% des gens qui sont inscrits. C'est une moyenne, hein. Moi, j'ai vu que c'était plus de 50% dans mon cas, bref, quelque chose comme ça. Mais ça reste faible, finalement. Et donc, faut aussi pas se reposer sur les chiffres du nombre d'inscrits. Si tu vois que tu as 100 inscrits, c'est assez faible. Parce que tu auras potentiellement Ouais. 35-50 personnes, grand max. Et si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut de l'audience, quoi. Donc c'est ça qui est le plus difficile, c'est de trouver du monde. Mais une fois que tu as trouvé ce monde-là, c'est vraiment top. Je me suis un Ok. peu éparpillé, mais voilà. Non, mais très intéressant. Mais du coup, d'ailleurs, si tu me dis que ça marche à ce point-là, effectivement, bah, on va dire si t'as fait les 2 tiers de tes ventes grâce à 2 masterclass, tu vois, je veux bien le croire. Ça reste, même si du coup tu dis que c'est quand même moins du high ticket, tu vois, genre c'est plus ou moins 500 €, je pense que tu fais une réduction, du coup c'est un peu moins, mais ça reste quand même, tu vois, un Ouais. ordre de grandeur important. Pourquoi ça marcherait pas pour des boîtes plus classiques dans le sens, est-ce que tu penses, et ça c'est une question que je te lance comme ça, je sais même pas, si je fais une masterclass, tu vois, moi c'est du coup plus un service, tu vois, bon, on va dire entre 1 500 et 2 000 par mois, ce que font beaucoup de gens, on va dire. Est-ce que tu penses que ces modèles-là pourraient marcher en masterclass, que personne ne le fait, j'y pense comme ça,
Pourquoi, pourquoi, on va dire, pour toi, pourquoi les gens font ça en formation et pas dans d'autres, on va dire, secteurs? Bah, c'est une bonne question. J'ai pas une réponse toute faite à ça et je me suis déjà posé la question aussi l'autre jour. Je me suis dit, mais en fait, moi, si un jour je veux lancer, si j'arrive à développer ce business enfin, ce modèle d'acquisition de la masterclass et à faire beaucoup de chiffres avec, moi, un jour, ça me tenterait bien tu vois, de former des gens, de lancer une formation sur comment le faire aussi, tu vois, parce que je trouve qu'il y a peu finalement de créateurs qui font des formations là-dessus. Donc, je trouve ça intéressant. Et justement, je me suis dit, mais si je fais ça, je pense que j'apprendrai justement aux gens, notamment, mais hors formation, qui font de la presta normale à vendre, qui font de la presta d'ailleurs, ou même qui vendent des produits. C'est-à-dire que, en fait, c'est un truc à l'américaine, mais tu vois, je vais donner un exemple. J'ai un couple d'amis que j'ai rencontré à Barcelone dans mon réseau d'entrepreneurs que j'ai créé sur place justement, qui justement font des webinaires. Enfin, c'est pas des webinaires, c'est des lives, mais sur Insta, tu vois, c'est des lives sur Insta où en gros leur business c'est de l'achat-revente de sacs à main de luxe, ok. Ok. Et bon, déjà c'est du high ticket, hein, voilà, donc il y a cette notion d'high ticket sur les sacs à main de luxe. Mais comme c'est de la seconde main, bref, c'est souvent un peu moins cher, bref. Et en gros, dans ce business model-là, on est quand même hors formation, etc. Et même monde du digital, c'est vraiment du produit physique, etc. Bah, eux, ils font du live comme ça, et c'est un truc qui se répand beaucoup aux États-Unis, un peu en France, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, etc. C'est tu vends comme ça, tu fais des systèmes d'enchères en live où tu dis, bah tiens, hop, je vends ce produit-là, je le mets à 1 euro, et les gens sont trop chauds, ils sont là, 1 euro, c'est un délire, et du coup, ça surenchérit. Et limite, tu te retrouves avec un sac qui est vendu 3000 balles alors qu'il est parti à 1 euro, tu vois. Enfin, alors qu'il commençait à 1 euro à la base. Bref, tout ça pour dire que je pense que tu peux vendre via du live tout ce que tu veux. Je te donne l'exemple des sacs à main de luxe ici avec mon couple d'amis à Barcelone. Je te donne l'exemple de la formation et je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui vend du service ou un SaaS. Et un SaaS, ça se fait de. Les SaaS, ça se vend de plus en plus via du Ok. webinaire. Je vois beaucoup. Si tu vas dans LinkedIn, barre de recherche, tu tapes un sujet, n'importe quoi, même prospection, marketing, j'en sais rien. Tu verras beaucoup en fait en utilisant le filtre événements. Tu vois les événements qu'il y a sur LinkedIn et souvent ce sont des lives, les webinaires. Et bah tu vas retrouver en fait pas mal de boss de SaaS en fait, de SaaS digitaux qui vont faire des lives justement pour promouvoir leur outil quoi. Donc vraiment, je suis persuadé que n'importe quel business pourrait le mettre en place, ouais. Ok. Ah oui, franchement, j'ai envie de tester, hein. Parce que du coup, j'ai vu personne le faire pour des agences de services classiques. Et j'avoue que de ce que tu me dis, tu vois, effectivement, je pense que. Alors, toi, à chaque fois, du coup, comment Parce que le plus dur, c'est quand même d'avoir assez de personnes qui soient visibles, du coup, qui s'inscrivent à l'événement. Tu fais événement LinkedIn, tu pousses dans tes posts, dans tes contenus en général, les gens s'inscrivent. 2-3 jours avant, à chaque fois, tu mets des posts sur le fait qu'il faut être présent à la masterclass et tout, et tu fais la masterclass et les gens sont là, plus ou moins. Alors ça va se faire aussi entre guillemets en backstage, mais les gens qui s'inscrivent, chose que tu vois pas si tu t'inscris pas, mais il va y avoir des posts LinkedIn qui vont permettre de nurturer les gens qui se sont inscrits, même les gens qui sont pas encore inscrits, etc. Mais il va y avoir aussi en backup, il va y avoir aussi je fais de l'email marketing aussi depuis Ok. récemment via la masterclass, mais c'est-à-dire que tous mes prospects, je les importe dans une sorte de base sur system.io quoi, donc qui est un peu mon hébergeur où je récupère toute ma base mail de personnes qui s'inscrivent à ma masterclass et derrière je vais les nurturer avec des mails, des campagnes, newsletters, etc. pour leur rappeler qu'il y a l'événement qui commence bientôt, leur rappeler le lien de connexion à la masterclass, au live, au webinaire, pour aussi les inciter à venir, c'est-à-dire faire un peu de storytelling comme si je faisais de la conversion, mais juste pour les. C'est pas de la conversion, là c'est vraiment les amener à ma masterclass. Le but c'est d'avoir un taux de show-up, donc de personnes d'inscrits qui viennent réellement le jour J au live, le plus élevé possible. Et donc, mais c'est intéressant en fait ce que tu disais aussi parce que en fait, je pense que quand tu vends de la formation, tu vas faire le grand classique, c'est que souvent c'est des formations que tu fais pas trop cher où tu vas mettre un gros FOMO en mode, tu vois, elle coûte 500 euros. Moi, ma dernière masterclass, je la vendais à 300 euros, donc ça fait quand même 40% à peu près de réduction. Et donc là, déjà, le FOMO est intéressant. Mais tu vois, je pense que ça fonctionne pas avec tous les pricing. Si tu as un pricing qui est à 1500, 2000, 3000, même tu vends des trucs à 5000, 10 000 balles, tu vois, là, ça va être plus compliqué finalement de convertir sur ta masterclass. Les gens, ils prennent pas une décision en 1 heure. Ils prennent une décision en 1 heure si vraiment, ou en 48 heures, je veux dire, parce qu'il y en a qui achètent après. Mais si vraiment le pricing est pas trop haut,
à moins que tu aies visé vraiment des mecs qui ont de l'argent à profusion, hein, illimité. Mais je pense que du coup, le call to action, le CTA doit être vraiment différent selon ton pricing. Si tu as un pricing au-delà de 500 ou 1000 euros, je dirais au-dessus de 1000 euros, si tu vends de la presta, tu vois, je pense que ce qui est important, c'est plutôt d'axer un CTA, pas conversion tout de suite, mais prise de rendez-vous, tu vois. Dire si ça vous intéresse, on se fait un petit. Donc tu vois, tu balances un lien Calendly, je sais pas, un QR code en fin de masterclass avec un lien qui redirige vers ton Lemcal, je ne sais quoi, tu vois, qui te permet de décrocher des rendez-vous en fait, hein, tu vois. Donc ça peut être une stratégie de prospection différente de la prospection classique qu'on a l'habitude de faire, quoi, tu vois. Ouais. Ok, bah, ultra smart. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, je pense que moi, dans tous les cas, si je le fais, ça pourrait pas marcher parce que déjà, il faudrait que j'ai directement des directeurs d'agence marketing. En général, ils ont peut-être pas beaucoup le temps, donc ils sont pas trop dispo. Ouais, Et si jamais t'as leur, tu vois, genre leurs directeurs commerciaux, etc., dans tous les cas, ils doivent se concerter. Donc, ouais, je pense plus pousser vers un rendez-vous, c'est là où tu peux générer, je pense, plusieurs dizaines de rendez-vous par masterclass. Et du coup, t'es très très rentable. Mais ouais, j'avoue que. c'est ça. Ouais, effectivement, toi, on va dire, c'est quand même un peu plus à l'instant, tu vois, genre, en dessous de 1000 euros, je peux être là, bon, vas-y, mec, genre, sur le coup, je me sens pousser les ailes, tu vois, on peut tous, on va dire, balancer, enfin, en tout cas, dans ce monde-là de prospection, balancer un truc à moins de 1000 euros comme ça, au-delà, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. C'est ça, ouais, carrément. Il y a également un point que je voulais parler, parce que, alors, déjà, peu de gens le savent, parce que j'en parle pas beaucoup, mais j'ai été plus ou moins formateur en ligne aussi, et j'ai eu un système.io pour les ventes de prépa au concours, donc j'avais Concoursup, un organisme de formation. Bah, du coup, t'as fait l'IESEC, donc je te connais. Ah En ouais, gros, on faisait des ouais, prépas bah en ouais, ligne pour les concours Accès et Sésame, ouais, en gros. C'était le incroyable, premier trop business drôle. que j'avais fait, je sais pas, il y a plus d'un an, 2 ans, je pense, maintenant. Et du coup, formation. Et je vois très bien le truc de système.io, etc. Et alors, du coup, je vois un peu, on va dire, tes problématiques. Moi, le gros problème, c'était le pricing, parce que j'avais envie, et je l'ai pas fait, mais tu vois, genre, tu mets un truc à 3000 euros et tu mets une réduction à 70% pour que ce soit que 600 euros. Parce qu'en fait, avec les formations en ligne, tu peux faire vraiment n'importe quoi en termes de pricing. Parce que comme le C'est pricing clair. fait également partie, on va dire, de ton produit, si tu le vends à 3000 euros, les gens vont penser que c'est quali. Donc, c'est possible que tu fasses autant de ventes que si tu le vendais 300 euros. Et moi, enfin, le définir le pricing, c'était un enfer, genre clairement. Et du coup, je suis curieux de Ouais. savoir, tu vois, là, du coup, tu me dis, tu été transparent, tu vois, d'ailleurs, merci pour ça. 500 euros pour le prix, tu fais des réductions peut-être jusqu'à 300 euros. Pourquoi tu l'avais pas mis à 100 euros et tu fais de la masse de fou? Pourquoi tu l'avais pas mis à 2000 euros, sachant qu'en général, ils closent un ou deux deals grâce à ta formation et du coup, ils sont rentables vu que c'est du B2B? Comment t'es, on va dire, défini ce niveau de pricing? Mais tu vois, c'est une bonne question. Même moi, je me demande parce que franchement, je suis pas exemplaire sur la définition du pricing. Tu vois, je suis vraiment pas un exemple, donc faut pas, faut pas Ok. écouter tous mes conseils. Tu vois. Donc là, au moins, je continue à être transparent. Hein, c'est un peu l'objectif. Mais bref, sur la définition du pricing, en fait, j'ai fait un truc, mais enfin, vraiment une technique de débutant qui n'est, je pense, même pas la bonne. C'est de regarder un petit peu les formations, à quel prix elles se vendent sur ce marché ou ou dans les marchés côté marketing, etc. Moi, je suis beaucoup de créateurs qui vendent de la formation, notamment. Donc des Thibault Louis, des Kevin Dufresne, des Laurine Bemer, etc. Bon, eux, c'est souvent un peu plus high ticket. Quoique, je crois que Thibault Louis, je sais pas si tu connais, tu Ouais, vois, je vois, ouais. il vend des formations pour le coup, même en dessous de 500 euros assez régulièrement. Ouais, C'est des formations qui coûtent entre 100 et 300 euros grand max, quoi. ok. Donc, en fait, moi, j'avais ce côté où je me disais, bah, est-ce que je fais comme des Laurine Bemer où je vends des formations qui coûtent jusqu'à. Où je dis Laurine Bemer comme exemple, mais où là tu vends de la formation à 2000, 3000 euros, tu vois. Ou est-ce que je fais vraiment du low ticket, tu vois. Franchement, je sais pas, il n'y avait pas Ouais. cet entre-deux dans ma tête. C'était vraiment soit je fais très peu cher et ça se vend à profusion, soit je fais très cher et ça se vend peu, mais voilà, tu fais quand même pas mal de chiffres avec seulement un 2 3 clients, quoi. Donc c'est quand même cool. Et en fait, bah, j'ai pas de réponse à cette question, hein, tout Ok. simplement. C'était hyper aléatoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a en janvier ou en février 2024, donc il y a presque un an, j'avais lancé une première formation qui était en fait une sorte de micro-produit, un petit produit digital qui coûtait pour le coup 100 euros et en FOMO avec une petite OP marketing et tout 50 euros, quoi. Donc Ok. c'était réduction de 50%, mais au final, on était sur un pricing quand même terriblement bas, quoi. Et je pense que quand tu vends trop peu cher comme ça, la valeur perçue du produit va pas être intéressante aussi pour le client. C'est-à-dire que souvent, c'est quelqu'un qui va être très désengagé. C'est comme quand tu donnes quelque chose de gratuitement. Je veux dire, tu sais, quand tu prospectes, que tu donnes quelque chose Ouais. de gratuit, la personne,
franchement, il y a 90% de chances qu'elle ne l'ouvre jamais, tu vois. Et après, tu auras peut-être construit une relation avec au moment de prospecter, mais bref, ton petit guide ou je sais pas quoi, la personne le lit très peu, quoi, finalement. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que plus tu vas mettre ton prix élevé, et voilà, je t'apprends rien, je pense que tu as cette notion-là aussi, hein, mais plus finalement la valeur perçue va être élevée, et donc tu vas avoir aussi envie, en tant que client, de t'engager. Et donc ça va être un cercle vertueux parce que la personne va être plus engagée, elle te fera un retour aussi plus aisément parce que bah, elle aura passé beaucoup plus de temps sur la formation, donc elle sera aussi plus à même de te faire des retours, de te faire du feedback, de dire ça va, ça va pas, et de te faire après une recommandation potentiellement si ça s'est bien passé pour elle. Euh, mais voilà, c'est une question de valeur perçue. Plus tu vas mettre ton prix élevé, plus la valeur perçue va être énorme. Et après, bah, moi, ce que je voulais, c'était avoir quelque chose qui était finalement plus cher que la première formation que j'avais lancée, mais en même temps, quand même beaucoup moins cher que des formations à 2000, 3000 balles, où en fait, je pense que j'avais peur aussi, cette peur de me sentir démotivé, de me dire si je vends un truc à 2000, 3000 balles, je sais que, ou même 1500 balles, je sais qu'il y aura peu de ventes finalement, parce que c'est pas facile de faire sortir à un Français sa carte bleue, ça c'est une réalité quoi. Et justement, je me suis dit, il y aura peu de ventes, et je vais me démotiver, et je vais laisser le business model de côté. Donc je me suis dit, passo à passo, j'ai commencé à 50 euros. 100 euros. Là, je passe à voilà 300, 500 euros. Ça fait quand même déjà un grand bond, quoi, tu vois, si tu compares à certaines formations ou si tu compares à ma formation initiale à 50, 100 euros. Là, on est sur du 300, 500 euros sur ma formation actuelle. Et peut-être que plus tard, je ferai encore au-dessus. Mais je pense qu'il y a besoin de cette. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu vois. Genre vraiment, c'est une question de valeur perçue. Plus tu vas amener de valeur dans ta formation, plus elle va valoir de l'argent en fait en réalité, tu vois. Il faut pas avoir peur d'augmenter le prix. Après, je trouve que c'est important du coup de nicher sur un sujet très précis une formation et ça te permet d'avoir une valeur perçue qui est quand même élevée, mais à la fois tu vas pas la pricer trop cher parce que tu n'apprends pas la personne à aller décrocher la lune, tu lui apprends à prospecter, moi dans mon cas à froid sur LinkedIn et par mail, tu vois. Donc ouais, j'ai pas de réponse toute faite malheureusement, mais je pense qu'il faut aussi comparer au prix du marché et dire ok, il faut être dans la réalité, c'est-à-dire ok, il y a une question de valeur perçue, mais il faut aussi voir quels sont les créateurs qui cartonnent finalement en vente de formation en ligne. Moi, je te prends l'exemple de Thibault Louis, Kevin Dufresne, Laurine Bemer, etc. Regardez quel est un peu leur système de pricing, etc. Regardez leur tunnel d'acquisition, et c'est comme ça que finalement, faut copier-coller les systèmes qui fonctionnent, hein. C'est juste ça. Donc moi je vais te dire, je suis assez proche du système de Thibault Louis dans l'acquisition, où il fait un peu de webinaire aussi, dans le pricing, où c'est on va dire du medium ticket sur le pricing, quoi. Et je pense qu'il faut s'inspirer du pricing de ceux pour qui ça fonctionne. Et franchement, je pense pas que ce soit la bonne réponse à ta question, mais c'est ce que je peux dire aujourd'hui, c'est mon avis. Ok, nickel. Bah, ouais, c'est vrai que tu as raison pour le côté on va dire, de la valeur perçue. D'ailleurs, pour reprendre mon exemple, moi quand j'avais Concoursup, du coup l'organisme de formation, je faisais l'école de vente parce que du coup c'était un truc, c'était entre 600 et 1000 euros. Tu vois, donc c'est un peu le point où tu sais pas trop si tu vends en automatique ou si tu fais des rendez-vous, tu vois, parce que c'est quand même rentable de faire des rendez-vous. Et c'est vrai que, Ouais. alors c'était différent parce que mon public du coup c'était les parents des élèves qui allaient en train d'école de commerce et ils étaient là, ah mais 600 euros, nous ça nous a pas inspiré confiance, c'est pas assez cher alors que je suis persuadé que ma formation était meilleure que les concurrents, mais comme les concurrents la vendaient 1500 euros, et ben juste pour ça, en fait, tu as l'image que du coup, si c'est moins cher, c'est moins bien. Et du coup, ouais, c'est pour ça que le pricing, c'est quand même ultra compliqué, et le sujet de valeur perçue est quand même ultra complexe. Et du coup, pour parler on va dire, d'acquisition, parce que là, tu as parlé de masterclass de LinkedIn, pour l'instant, on va dire que c'était deux seuls canaux, LinkedIn et masterclass, parce que c'est vrai que je pourrais me dire, si jamais tu veux faire beaucoup, on va dire, de ventes autour de LinkedIn, tu vois, maintenant, tu as LinkedIn Ads qui développe beaucoup, tu pourrais faire du settings, tu préfères de la prospection, je suppose, etc. Qu'est-ce que tu as testé un petit peu et qu'est-ce que tu aimerais faire après? Bah, en fait, moi, comme je te dis, je pense qu'aujourd'hui, la formation, ça se vend uniquement via de la masterclass. Donc, en fait, enfin, surtout, c'est-à-dire que j'ai même parlé avec des experts du sujet. Moi, j'en suis pas un pour l'instant. Je le serai peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, je suis vraiment pas un expert là-dedans. Et en fait, franchement, de ce que j'ai compris, la formation, ça se vend majoritairement avec de la masterclass. Un post LinkedIn avec un CTA en fin de post, ça fonctionne assez mal. Vendre juste avec même de l'email marketing, voilà, ça va se vendre, mais pas non plus des masses. Vendre ça avec de la prospection ou du setting, pareil, ça va être compliqué finalement, sauf si tu veux générer du rendez-vous. Moi, mon but, c'est pas générer du rendez-vous, tu vois, c'est plus de vendre via la masterclass, parce qu'un rendez-vous, bah, ça va me prendre 1 heure d'expliquer à quelqu'un quel est le contenu de ma formation, etc. Ou 30 minutes hein, même. Mais finalement, c'est pas assez rentable sur le prix final de la formation. Ouais. Tu vois, si je mets un petit FOMO, 300 euros par 300 euros. Alors,
moi, c'est avec mes ambitions, hein, je parle. Évidemment, pour certains, c'est largement suffisant. Mais je veux dire, tu vas pas pouvoir scaler ça énormément. Moi, le but, c'est de scaler au maximum. Et en fait, une masterclass aujourd'hui, c'est comme un rendez-vous de vente, comme un rendez-vous en one-to-one avec un prospect, mais sauf que tu es avec 100, 200, 300, 500 prospects. Et c'est ça qui est énorme, c'est que tu le fais en même temps pour tout le monde, et en une heure, tu peux closer 10, 15, 50 personnes si tu es ultra chaud, quoi, tu vois. Et c'est ça c'est ça toute la puissance du truc. C'est pour ça que je veux l'exploiter. Et donc, pour revenir à ta question, pour en revenir là-dessus, c'est moi, mon système d'acquisition, du coup, je vais utiliser plein de leviers, mais pour ramener vers ma masterclass stratégiquement. Je vais faire du setting, mais mon setting, il pas servir à décrocher du rendez-vous, il va servir à ramener vers ma masterclass. Donc ça, j'en fais déjà. Je vais pas faire de la prospection à froid pour convaincre la personne d'acheter ou alors pour décrocher un rendez-vous. Je vais l'amener vers ma masterclass, tu vois. Pareil, je vais faire du coup des posts LinkedIn, je vais amener vers ma masterclass. Donc en fait, tu as un petit peu cette masterclass au milieu de tout mon système d'acquisition. Et après, tu as post LinkedIn, prospection, setting, tu as un peu tout ce que je peux faire en termes d'acquisition. Et du coup, email marketing aussi. Donc tu as un peu ces quatre branches-là avec vraiment la masterclass au milieu. Donc tous mes systèmes d'acquisition vont pas chercher à convertir en client, mais à amener vers la masterclass. Et c'est la masterclass qui me permettra de convertir, tu vois. Je trouve ça beaucoup trop intéressant la masterclass. J'avais pas vu ça comme ça, mais quand tu le présentes comme ça, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que si tu le vois en mode, c'est un rendez-vous prospect, mais en fait que tu fais à 50 personnes en direct, donc tu as exactement pareil. Tu peux limite répondre aux objections, parce que je pense qu'il y a un live chat. Donc dès que les personnes, je sais pas, disent des C'est choses, ça. tu réponds. Ouais. Et en fait, au lieu de faire un 1v1, tu fais un 1 versus 50, 100, 1000, tu vois, genre pour le coup, sky is the limit, tu vois. Et du coup, tu vas Ouais. vraiment closer comme un rendez-vous de vente en direct. Donc, j'avoue que vu comme ça, c'est vrai que ça fait très fort, ouais. Ouais, et puis après, tu closes pas forcément tout le monde, tu vois, en masterclass. T'as des gens qui sont quand même intéressés, mais qui vont encore avoir des doutes, etc. Donc oui, comme tu disais, pendant 10 minutes en fin de session, c'est ce que je fais jusque maintenant, c'est je fais 10 minutes de questions-réponses, tu vois. Et après, mis à part ça, si les gens sont toujours pas convaincus, etc., et ben moi, c'est ce que j'avais fait pour la dernière fois, enfin pour ma dernière masterclass, c'est qu'après la masterclass, j'avais fait un petit, l'EMCAL, quoi, mais en mode Calendly, quoi, avec, pour ceux qui connaissent pas, mais en mode des petits créneaux de 15 minutes, tu vois, et j'ai balancé, tu vois, j'avais un groupe WhatsApp avec tous les inscrits à ma masterclass, j'ai balancé un lien, j'ai dit, voilà, je mets des créneaux de 15 minutes pour tous les gens qui hésitent à prendre la formation, qui ont besoin d'un petit call avec moi, etc. Et les gens, ils prennent leur créneau et comme ça, en fait, je les close en 15 minutes. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, la dernière fois, j'ai closé Ok. deux trois mecs à la suite, comme ça, enfin, deux, trois mecs intéressés à la suite qui vraiment étaient intéressés, mais avaient besoin de quelques petites, avaient besoin de quelques subtilités, quoi, tu vois, de quelques petites réponses à des questions qu'ils avaient et qui posaient pas forcément dans le chat. Donc, c'est tout bête, mais ces petits OP de petits créneaux de 15 minutes, ça permet de closer très rapidement après la masterclass. Les gens, ils ont toutes les infos. Déjà, tu leur as parlé de ta formation, du contenu, de machin, de pourquoi il faut qu'ils se lancent dans la prospection, de toutes les erreurs qu'ils font, etc. En fait, là, tu as tout mis dans leur tête. Et là, une fois que tu as ce petit créneau de 15 minutes qui est dans leur agenda, tu sais que là, c'est la 15 minutes ultime où tu vas pouvoir, juste en activant un petit levier dans leur tête, finalement, bah, voilà, leur faire acheter la formation, quoi. Donc, c'est ça qui est puissant, quoi, je trouve. Tu te sens comment quand, après avoir bossé longtemps, enfin en tout cas après avoir bossé en tant que freelance, etc., tu gagnes peut-être plus que ce que tu as appris en freelance, mais du coup, presque sur une journée, tu vois, enfin même si tu as peut-être vendu un peu, forcément tu fais des masterclass tous les jours, mais tu vois, tu fais une masterclass, bon bah j'ai fait 10 ventes, t'imagines un peu que ça te fait le CA que tu pourrais te faire quand tu étais freelance avec deux trois missions qui te prennent du temps. Enfin, moi en fait j'ai limite peur que ça m'arrive, que le jour où tu as ça, en fait, t'arrives plus à bosser après. Enfin, t'arrives plus à faire autre chose que la formation, un truc très très scalable. Parce que tu l'as, putain, Ouais. mais j'ai. Genre là, mais si j'en fais ça demain, ça va remarcher. Et je peux plus jamais vendre mon temps, etc. Comment tu te sens les premières fois, on va dire, où c'est arrivé? Bah là c'est vrai que j'ai un peu ce sentiment là, enfin je sais pas comment expliquer. En fait j'ai pas encore ce sentiment de m'embêter, de pas savoir quoi faire. Une fois que mes masterclass sont faites, tu vends, bah voilà, je prépare la prochaine masterclass quoi. Mais en fait moi mon but c'est de faire quand même beaucoup de masterclass. Donc tu vois, si j'étends un peu ce concept là et que je fais ça toute l'année, finalement, dès que je finis une masterclass, à l'instant, voilà, à 14 heures la masterclass finie, je ferme mon ordi. Bah non, en fait, je le ferme pas, faut que je le rouvre et que je commence à préparer la prochaine masterclass, tu vois. C'est vraiment direct, quoi. Dès que la masterclass se finit, bam, je prépare la prochaine. Et donc, en fait, c'est un peu un tourbillon, c'est-à-dire que j'enchaîne, je continue constamment à créer du contenu. En fait, tout est basé sur ma création de contenu, tu vois. Pareil, j'ai fini. En fait, c'est un peu. Le sentiment que j'ai, il est un peu bizarre aussi, c'est que bah déjà la première chose c'est que faut pas que tu te foires, faut pas que techniquement ta masterclass elle bug parce que si t'as une masterclass dans le mois et que tu mises tout ton chiffre d'affaires dessus,
putain, si le truc, il y a un bug technique et que ça fonctionne pas, j'ai eu peur la dernière fois parce que pendant 20 secondes, 30 secondes, je vois que le live il se déclenche pas, qu'il y a un gros bug. Et franchement, t'es attendu au tournant. Quand les gens ils ont rendez-vous sur la pause déjeuner, c'est-à-dire tu leur prends leur seul moment de la journée où ils ont vraiment une bonne pause pour se poser, etc. Et qu'il y a un bug technique de 30 secondes, t'as plein de gens qui partent, quoi, tu vois, je pense. Donc il faut faire assez gaffe à ça. Et donc je pense qu'il faut pas tout miser sur une seule masterclass. Et c'est pour ça que là, je vais essayer de lancer un truc qui tout simplement de faire plusieurs dates, en fait, quitte à faire un live un jour et ensuite de le faire en replay peut-être une, deux, trois fois dans le mois en mode comme si c'était un live, mais tu sais, c'est juste une rediffusion pour éviter qu'il y ait des problèmes techniques, qu'un problème technique te ruine tout ton chiffre d'affaires du mois, tu vois. Donc j'ai un peu ce sentiment-là, et à la fois, bah non, bah pour répondre à ta question, simplement j'ai pas, enfin, c'est effectivement tout mon business change, c'est-à-dire que une fois que j'ai fini ma masterclass, bah tu vois, dans ma tête, avant, quand j'étais freelance, il fallait toujours que j'enchaîne, qu'il fallait que je bosse sur un client, que bam, bah vas-y, il faut que je lance une campagne pour telle entreprise qui bosse avec moi. Ensuite, une fois que c'est fait, enfin, tu vois, on devait enchaîner, donc il y avait beaucoup de taf, etc. Là, c'est vrai qu'il y a des moments où je suis en mode, je ferme mon ordi, j'ai fini ma masterclass et je suis là, mais j'ai quoi à faire en fait là tu vois, c'est hyper, c'est flippant parfois, tu vois, mais en même temps, c'est là que je me dis que j'ai réussi ce switch en mode de business model. Parce qu'à partir du moment où je gagne mon chiffre d'affaires, autant de chiffre d'affaires qu'avant, euh, juste en faisant une ou deux masterclass dans le mois, tu vois, bah, je sais que j'ai réussi mon challenge qui était de rendre plus passif mon business, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est excitant et ça me permet de penser aussi à des nouveaux projets, tu vois. Et comme là, j'ai la tête dans l'Australie, comme je le disais, bah, dans ma tête, ça va me permettre de profiter de l'Australie. Après, quand je serai revenu et que j'aurai plus ce projet de voyager, etc., si je fais de la formation, bah, ouais, je vais m'embêter. Et du coup, là, ce sera l'occasion de lancer peut-être des nouveaux projets, d'essayer de lancer, tu vois, je parlais de SaaS tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui me tente plus tard. Mais le but, c'est de m'écarter de plus en plus de la presta en faisant de la formation, en me permettant de dégager un salaire avec ça sans que ça me prenne beaucoup de temps et que moi, je puisse vraiment petit à petit pouvoir lancer un plus gros projet, limite de start-up, etc. à terme. C'est un peu mon objectif à terme, quoi. Ok, super intéressant. C'est vrai que pour l'aspect financier, on va dire l'aspect gagner de l'argent, c'est vrai que je trouve qu'à chaque fois les gens associent le fait d'être ambitieux à vouloir gagner deux fois plus, alors qu'en soi, je trouve que les gens les plus ambitieux, tu peux travailler, enfin tu peux gagner pareil et travailler deux fois moins, cinq fois moins. Je trouve ça beaucoup plus dur en fait. Genre faire x2 sur mon CA, en vrai je sais plus ou moins ce qu'il faut faire, je pose un peu plus, je prends ces décisions là, ça marche. Par contre me dire ok, je garde ce CA là parce qu'il est très bien, par contre j'essaie de travailler 2, 3, 4 fois moins. Là, pour le coup, il faut vraiment réfléchir à du coup, des trucs beaucoup plus scalables. Et je trouve ça ultra intéressant comme dire, de manière de penser. Un peu genre en mode reverse. Je veux du temps. Mon salaire, il est bien, j'ai pas besoin de plus. Mais par contre, je veux beaucoup moins travailler et je veux que ça continue. Et du coup, c'est là où tu commences à faire des choses, on va dire, beaucoup plus créatives, quoi. Ouais, bah t'as ceux qui cherchent vraiment l'argent, donc eux ils vont chercher à effectivement scaler leur business au max du max et donc gagner du temps pour gagner plus de clients, tu vois. Moi j'ai plutôt cette notion de bah, mon objectif à la base depuis plusieurs années, c'est je sais pas, c'est un jour j'aimerais lancer une vraie boîte, tu vois, un vrai parce que être freelance ou être formateur, etc. c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je me dis qu'un jour, j'aimerais bien lancer vraiment une vraie startup, une vraie boîte, même peut-être à terme quelque chose qui n'a rien à voir avec le digital, mais peut-être quelque chose qui sera impactant pour la société. Et je me dis que bah, c'est un petit peu ça mon objectif à terme. Donc je me dis, essayer de me libérer de ce que je fais maintenant en gagnant ma vie, en rendant ce business passif pour, comme je le disais juste avant, mais bon, voilà, pour pouvoir lancer des nouveaux projets, quoi. Donc c'est un peu, t'as ces deux types de personnes, ceux qui cherchent l'argent et ceux qui cherchent les nouveaux projets, tu vois, qui rapporteront aussi de l'argent évidemment, mais moi je suis plus excité par ce parcours entrepreneurial que j'ai envie d'avoir sur le long terme que sur l'argent, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense que alors, j'ai pas envie de parler au nom de beaucoup de personnes, mais c'est vrai que c'est quand même le cas de beaucoup de gens. Enfin, moi, exactement, c'est vraiment mon but. Je me sentirais pas du tout assez serein, tu vois, de lancer une startup maintenant, parce que tu vois, faut quand même... si tu lances une startup maintenant, tu vois, quand, je sais pas, soit t'es pas très connu, soit t'as pas encore beaucoup de sécurité financière, soit t'es obligé de lever des fonds rapidement, soit t'as le stress, etc. Alors que du coup, tous les gens qui lancent des SaaS, quand t'as soit une formation qui tourne en automatique, soit une agence qui tourne en automatique, enfin, C'est ça ça. change littéralement tout. Enfin, moi aussi, le but, c'est, une fois que Offbound, il tourne bien, effectivement, Ouais. il y a pas mal de SaaS, je pense, qui serait très très sympa à lancer, quoi. Bah c'est clair, et puis t'es serein, comme tu dis, vraiment, une fois que t'arrives. Alors t'en as qui, au lieu de faire ça, vont préférer être salariés, et une fois qu'ils ont fait pas mal d'économies, bah bam, ils vont lancer leur business, ils seront assez sereins, tu vois. Ça Mais prend bon, plus si de t'as temps pas quand envie même, d'être hein. salarié, ouais, voilà, ouais, c'est Ça ça, prend ouais. du temps, hein.
Je pense que c'est un peu plus galère, ouais. Et t'as ceux qui effectivement préfèrent entreprendre pour entreprendre, tu vois. C'est ça, c'est vraiment créer, enfin faire de l'argent, être freelance, etc. Et puis derrière pouvoir lancer un plus gros projet pour lancer quelque chose sereinement, quoi. Puisque le nombre de personnes, je pense que vraiment tous les start-upers, bon, on s'éloigne un peu du sujet, tu vois, mais Vas-y, vas-y. toutes les start-up qui se lancent, en fait, je pense que le problème principal, c'est l'abandon à cause des problèmes financiers ou je sais pas, du manque de temps, etc. Je pense que tu mets toutes les chances de ton côté pour que ta startup elle fonctionne. Bon, il y a plein de facteurs aussi à Bien côté sûr. évidemment. Faut que l'idée soit bien trouvée, que soit validée par le marché, etc. Bref, mais je pense que vraiment 90% des gens qui abandonnent quand ils créent une startup, c'est à cause de ce manque de temps et ce manque d'argent. Ils n'ont pas mis assez de côté, etc. Là, tu es tranquille. Une fois que tu arrives à générer des revenus en passif, etc., tu sais que si ça doit te prendre 6 mois, 1 an, 5 ans, bah, au moins tu as ce qu'il faut de côté pour vivre si jamais tu galères vraiment à lever des fonds, à lancer ta boîte, quoi. Ouais, 100% d'accord. Parce qu'en plus d'avoir on va dire de l'argent de côté, tu as aussi de l'argent qui rentre normalement de manière récurrente, quoi. Et à quelques heures par semaine, tu peux gérer un truc qui te fait un salaire. Du coup, ça change littéralement tout. Bah, d'ailleurs, je pense qu'un C'est très bon ça, exemple de ouais. ça, c'est Kylian qui est en train de faire ta pitch. Je sais pas si tu vois, il poste pas mal sur LinkedIn, etc. C'est en train de très bien marcher. Et je l'ai reçu d'ailleurs ici. Et lui, du coup, sa headline Ouais. à chaque fois, c'est je sers plus dans ma boîte, je sers plus à rien dans ma boîte actuelle. Du coup, j'ai lancé un SaaS pour m'occuper. Je sais c'est exactement ça. Il a fait une boîte qui a très bien marché, très jeune. Du coup, là, elle continue à lui faire, on va dire, un peu de MRR. Et côté de ça, du coup, il s'éclate avec son SaaS Tapit qui est en train de pas mal exploser. Pour le coup, je l'ai eu en podcast il y a quelques mois et ça y est, là, Yomi Denzel d'ailleurs l'utilise. Donc, tu vois, enfin, pas mal Incroyable. de gens. Donc, ouais, c'est vrai que enfin, je trouve ça game changer. Après, on dit ça, ouais, d'ailleurs, petit disclaimer, on dit ça parce qu'également on est jeune. Du coup, on a le temps de à la fois construire un business qui tourne et après faire une startup. Effectivement, si jamais, je sais pas, je pense à ceux peut-être qui sont employés, qui ont 30 ans et qui veulent lancer leur startup, enfin, je peux toujours le faire, mais enfin, je veux dire, moi, que je lance une startup à 22 ou à 25, ça ne fait pas une grande différence. Pour ceux qui le Ah font non, plus tard, peut-être qu'effectivement, du coup, tu as envie de prendre plus de risques, tu vois, mais ouais, c'est carrément. clair. Ouais, je suis d'accord là-dessus, ouais. Ouais. Mm. Et comment, du coup, là, tu pars 1 an en Australie, du coup, avec ta copine. C'est quoi un peu l'idée, on va dire, du lifestyle que tu vas avoir? C'est... Alors, dans ma tête, tu vois, ce que j'ai, c'est tu fais un petit post LinkedIn, tu fais une masterclass, deux trois formations, et sinon après tu voyages et tu fais pas grand-chose. Enfin, à quel point, on va dire, tu gères le côté pro-perso, le côté ambitieux, et je kiffe quand même ma jeunesse, je suis en Australie, c'est stylé. Comment tu comptes gérer ça un peu? Mais ça, il faut que tu me poses la question quand j'y serai, parce que là, je t'avoue que je suis un peu perdu, Valentin, sur cette partie-là. Non, mais c'est vrai que je doute aussi de la manière dont ça va se passer. J'essaye de tout mettre en place pour que ce soit faisable. C'est pour ça que je te parle de mon modèle d'acquisition pour 2025. Essayer de faire quelque chose de simple, d'avoir les pieds sur terre. Donc tourner autour de la masterclass, de quelque chose de simple qui peut se gérer à distance, etc. Tu vois. Parce que j'en parlais pas, mais il y a aussi le sujet du décalage horaire. Tu vois, c'est pour ça que la presta, etc. C'est compliqué à faire. Même si je veux faire du coaching, moi, c'est-à-dire qu'il faut que je bosse la nuit, quoi, parce qu'il y a facile plus de 10 heures de décalage horaire, Ah, t'as enfin 10 heures, 10 ouais. heures minimum selon les 10 heures, saisons. c'est le truc horrible, je pense. Enfin, 10 heures, c'est le truc Donc c'est qui est. atroce, c'est pas gérable. Alors c'est faisable si la personne, ton client, tu l'as en rendez-vous, il est 9 heures du matin en France, bah moi il est quoi? Ça fait 9 plus 10, 7, 10, ouais 19, tu vois, ça va. Mais bon, si le client il peut pas le matin, bah tu vois, C'est sûr, c'est mort. ouais. Donc tu lui mets trop de contraintes sur le dos alors que c'est lui qui te paye pour que tu l'aides, quoi. Donc bref. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'on disait déjà? À chaque fois, je pars Non, mais sur un autre sujet, non, du mais je coup. te disais un peu comment tu allais vivre un peu l'équilibre. Parce que moi, je sais que quand j'étais parti vivre à Bali, ça fait un gros switch. Parce que tu vois, Ouais. Bali, t'as envie. Je pensais que j'allais pas taffer au final. En fait, je me suis retrouvé à beaucoup plus taffer que prévu. Parce que je préférais taffer à fond, même dans un bel écosystème, tu vois. Et quand tu voyages, enfin, juste où tu mets le curseur entre je taffe et je taffe pas. Évidemment, tu peux me le dire parce que là, t'es à Barcelone ou à Paris. Je sais pas où t'es actuellement. Là, je suis à Paris, ouais, Ok, ouais, bon. ouais. Facile de travailler à Paris parce que t'as plus ou moins que ça à faire en soi. Mais ouais, c'est vrai que Ouais. quand t'es en Australie, ouais, c'est différent. Bah, en fait, oui, du coup, pour répondre à ta question, ça va être. Je pense que ce que je te disais au début, je vais avoir du mal au début à trouver l'équilibre, mais ça va se faire au fur et à mesure. Donc pour l'instant, j'en ai pas parce que j'y suis pas encore. Là, je pars dans 5 jours en Australie, à l'heure où on tourne le podcast là. Mais du coup, ça va être difficile parce qu'en fait, c'est surtout qu'il y a ce projet. Alors peut-être que toi à Bali, du coup, t'avais peut-être plus pour projet de rester, de te poser, de vraiment. Peut-être que t'étais aussi tranquille de ton côté, etc. Ouais. Moi, il y a ce côté. Tu me diras, hein, c'est peut-être pas le cas, hein, Non, c'est ça. mais ouais, voilà. Moi, de mon côté, il y a quand même un gros projet de bouger énormément, en fait, de visiter, de faire des excursions, Ok. d'acheter genre un van ou comment on appelle ça, un 4x4 et de genre Sympa, bouger tout le ok. temps. Donc potentiellement des moments où t'as pas de wifi, où c'est galère, de bouger aussi en Nouvelle-Zélande. Enfin bref, là c'est vraiment le projet d'une vie, quoi.
Pas en mode je vais en Australie, je vais me poser à Sydney ou à Brisbane, etc. Et genre juste je bosse, je rencontre des entrepreneurs et tout, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer plus tard, hein, pouvoir bouger comme ça et bosser au quotidien avec d'autres entrepreneurs, etc. Là, c'est quand même plus projet voyage que vraiment se poser et bosser, quoi. C'est pour ça que c'est pas facile aussi ce switch, quoi. Ouais, carrément. Et tu parles de rencontrer des entrepreneurs, on n'en a pas parlé, mais tu as créé Biz Creator, il me semble. Enfin bref, C'est ça, un ouais. groupe d'entrepreneurs à Barcelone. Pourquoi, comment? Enfin, je veux dire, là, du coup, c'est un réseau que tu crées d'entrepreneurs, c'est ça? Et que tu as créé toi de A à Z? Ouais, on l'a créé justement avec ma copine Marine, du coup, on l'a créé à deux et on a cofondé ça en janvier 2023. Et en fait, c'est un peu sorti de nulle part, hein. Vraiment, on s'est dit, on veut rencontrer du monde. Au début, on voulait juste rencontrer quelques entrepreneurs. On s'était dit, bah moi, on avait envie de s'entourer un peu d'entrepreneurs, de se faire des potes entrepreneurs et tout, Mhm. juste pour boire des verres. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est retrouvé. Au début, on voulait créer une sorte de groupe de potes, un peu où tu vas boire des verres avec les gens, tu fais un peu de networking, etc. Et au final, en fait, le truc a quand même grossi. Il y a eu un effet un peu de bouche à oreille, etc. Et puis nous, petit à petit, on en a fait un vrai projet. Et donc, on est monté, on a quand même niché sur les entrepreneurs français à Barcelone, donc ça fait pas énormément de monde non plus, mais on a quand même rassemblé plus de 400 personnes, etc. sur le groupe et on faisait des soirées 400, la networking, vache, ok. des événements, des soirées pitch avec des CEO, des entrepreneurs, etc. avec des investisseurs. Enfin, en fait, on s'est retrouvé à faire quelque chose. Voilà, c'est rien par rapport à tous les très grands groupes d'entrepreneurs que tu peux voir à Paris, en France, n'importe où, aux États-Unis, etc. Mais nicher sur l'entrepreneuriat français à Barcelone, je pense que c'est tout con, mais juste en nous nichant d'ailleurs, c'est pour revenir sur notre sujet du coup, mais c'est ouf la puissance du truc, quoi. C'est quand tu te niches sur quelque chose de très précis, ça attire du monde, quoi. Et puisque tu vas chercher un besoin précis, bah, les gens, ils avaient besoin d'avoir un point de repère français dans un pays qu'ils connaissent pas, ou peut-être dans un pays où ils connaissent pas forcément la langue, donc ils ont besoin d'avoir un point de repère français, quoi. Et en plus des entrepreneurs, donc quand tu es entrepreneur français à Barcelone, tu te dis putain, mais on a plein du coup tu sais d'office que tu auras plein de points communs avec les gens qui sont dans ce réseau-là, quoi. Donc ouais, on a organisé des soirées, des événements, des ateliers, etc. Ouais, ouais, franchement, là, on l'a légué parce qu'on n'y est plus à Barcelone, mais on l'a un peu, enfin, on délègue l'organisation des Ok, soirées, des after-work et tout à des connaissances qu'on a sur place, mais nous, ça nous permet de pas avoir à gérer ça à distance, quoi. ok. Et ça, c'est un truc que tu as monétisé ou c'est juste pur perso, c'est ton kiff de faire des rencontres? Ben, au début, on l'a fait pour les rencontres. Après, il y a eu la step why not monétiser tout ça, quoi. Parce que Ok. c'était quand même un phénomène intéressant. Et le networking, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont quand même prêts à payer pas mal pour en Ouais. faire. Et pour rencontrer les bonnes personnes, surtout. Et donc, on a eu ce projet-là. Mais enfin, à ce moment-là, on avait beaucoup de boulot, etc. Et on s'est rendu compte que c'était. Ok. On se perdait un peu. On avait peur de mettre trop notre business de côté, etc. Donc, je pense qu'on a. Ouais, là, on a préféré mettre ça de côté, cette idée de monétisation. Donc, on est revenu à la step initiale qui était de vraiment en faire un pur kiff, un pur plaisir. Et on monétisait quand même les soirées quand nous, on louait un lieu. Voilà, Ouais, mais, forcément. mais ni à perte, ni à bénéf. C'est-à-dire qu'on faisait zéro. C'est-à-dire qu'on louait, mais en gros, on faisait payer le prix de l'entrée. On faisait payer un prix d'entrée pour compenser, quoi. Ok, ouais. Donc, euh, D'ailleurs, donc voilà. pour ceux qui veulent un peu creuser le sujet du networking slash événement, j'ai fait un épisode avec Paul Darmas qui, je pense, n'est pas encore sorti mais qui sera sorti. Et justement, lui veut scaler le réseau de network à Dubaï. Et l'objectif, du coup, d'il y a un an, lui, c'est de faire un événement par jour. Et en fait, c'est majoritairement son acquisition pour son agence. Et du coup, au final, on s'est retrouvé à parler presque pendant une heure de ça. Parce que sa grosse spécificité, c'est que son acquisition, c'est créer des événements au nom de son agence. Et il veut devenir genre le numéro un et scaler uniquement avec la création d'événements présentiels, du coup. Et je trouve ça ultra intéressant parce que personne ne le fait, tu vois, dans le digital. Tu vois, on cherche tous, on va dire, à être derrière un écran, tu vois, comme ce qu'on fait. Du coup, pour ceux qui veulent, on va dire, creuser un peu ce sujet, on en a parlé avec Paul et je trouve ça très très intéressant. Hyper beau projet. Sympa. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu as un apprentissage récemment, un gros apprentissage que tu as eu, que ce soit dans tes formations ou je sais pas, récemment, une réalisation, un truc que t'as appris, on va dire? Ah ouais, là, tu me poses Ouais, une c'est colle. très très large. Non, en vrai, J'étais pas préparé à la question. Non, non, mais. Bah écoute, ouais, en vrai, faut que je réfléchisse. C'est un grand apprentissage. Bah, en fait, ça tourne toujours. Je vais pas être répétitif, mais c'est vrai que ça tourne toujours autour de l'idée de. Enfin, tu vois, moi qui suis dans la formation en ligne, dans le fait que. Bah, moi, je me suis lancé récemment dans la formation.
Et j'avais toujours eu cette image de la formation, c'est facile à vendre, etc. Et donc la réalisation que j'ai eue, et ça peut servir à beaucoup de monde, parce que je pense que vraiment tous les gens qui lancent pas de formation et qui ont pour projet de le faire un jour se disent que c'est facile. C'est beaucoup moins facile qu'on le pense. C'est pas pour décourager les gens que je dis ça, c'est plus pour dire ayez les bonnes méthodes. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de masterclass, c'est pour sensibiliser là-dessus, c'est que c'est vraiment important d'utiliser les bons canaux d'acquisition pour les bons business models en fait. Je trouve qu'il y a cette notion qui est hyper importante et, et voilà, ouais. C'est un peu on va dire l'apprentissage de ces dernières semaines, derniers mois, tu vois, vraiment l'apprentissage numéro un que j'ai, c'est vraiment se dire la formation c'est pas facile à vendre, avoir les bons canaux d'acquisition pour les bons produits, les bonnes offres et voilà. Ok. J'avoue, tu as raison de dire ça parce qu'effectivement, pour faire partie on va dire, des personnes qui n'ont pas encore lancé de formation, du coup pas en tant que B2B, dans ma tête, c'est très simple. Et du coup, effectivement, de ce que tu me dis, effectivement, non. Mais tu vois, on sait tous. Enfin, je me suis risqué, tu vas faire un calcul. Forcément, là, tu vois, je travaille beaucoup. Et je suis là, je prends mes vues sur LinkedIn et je suis là. Attends, vas-y, 10% ils vont cliquer sur mon CTA si je vends une formation. Je fais même pareil, je fais le même prix que toi, je fais 500 euros, réduction de 300 euros. Sur les 10%, t'en as peut-être un qui vont acheter. Boum, et tu tires le trait, 50 000 euros par mois, putain, c'est trop beau en fait, ça y est, pourquoi je fais pas ça. Exactement. Et au Mais final, moi, c'est beaucoup plus dur, ouais. j'ai fait pareil, c'est-à-dire que je me disais, bon, avec la notoriété que j'ai sur LinkedIn, je peux espérer 20 ventes par mois, machin, je faisais mes calculs. Je suis là, putain, mais je vais tout défoncer, c'est ça, bah, ça, je vais faire 30 000 par mois avec juste la formation, ça va être énorme et tout, tu vois. Et pareil, en fait, je dis ça parce que j'ai même des gens, et je me rends compte, des gens qui sont presque déçus quand ils me parlent et tu vois, ils se disent, ok, bah, le mec, il est trop chaud en prospection, c'est sûr, il fait des chiffres de monstres, etc. Ils sont presque déçus en mode, mais comment ça, t'as fait que une trentaine de ventes sur ta formation, comment ça, t'as fait tant de chiffre d'affaires sur ta masterclass quand je parle de mes chiffres, tu vois. Euh, et en fait, oui, je fais quand même du chiffre, c'est intéressant, mais les gens pensent que du coup, enfin, ils me mettent un peu sur un piédestal en mode, putain, le mec il fait forcément 100 000 euros par mois, quoi. Alors que non, pas du tout. J'en suis pas là. J'espère un jour, mais Ouais, j'en suis pas là. carrément. En plus, il y a aussi un truc un peu galère quand tu vends du pur do it yourself, c'est aussi que tu vends également, enfin que tu impliques que la personne donne de son argent forcément et de son temps également. C'est pour ça qu'en soi, à l'inverse, pour ceux qui pensent que c'est très dur à vendre du done for you parce que c'est forcément beaucoup plus cher, généralement ça passe aussi pas mal en B2B parce que du coup les gens achètent leur temps également. Donc il y a aussi un truc que tu vois, je sais pas toi si tu as beaucoup le problème, mais c'est vrai que moi j'évite vraiment de prendre même pour moi du do it yourself parce que je sais que ça va me prendre de l'argent et surtout du temps. Je sais pas comment tu gères ça, ou en l'occurrence, peut-être tes clients, c'est plus des solopreneurs, du coup, le temps, c'est pas un problème pour eux. Ouais, en fait, bah si justement, je pense que les solopreneurs, le temps, ça peut être une problématique. Ça dépend où ils en sont dans leur business, tu vois. Mais s'ils trouvent pas de clients, bah effectivement, le Ouais, temps, et c'est pas un problème parce qu'ils ont besoin de clients. Donc, ouais. je veux dire, s'ils ont pas de clients, ils ont du temps. C'est logique. Donc à ce moment-là, c'est intéressant. Après, ça va être du coup peut-être le manque d'argent sur les solopreneurs où c'est pas facile. Du coup, c'est-à-dire que même débourser entre 300 et 500 euros pour une formation quand t'es solopreneur, c'est pas facile non plus, quoi. Mm. C'est vraiment une décision qui est importante, quoi. Euh, enfin ouais, en fait, c'est vrai que j'ai toujours ce questionnement de me dire est-ce que je vais réussir à atteindre tout le monde avec ça parce que à la fois c'est ça, les gens tu te dis qu'ils ont pas forcément le do it yourself et même moi je suis pas un grand consommateur de formation, tu vois, j'aime pas forcément ça, je préfère déléguer des choses, etc. Enfin je préfère ouais déléguer des tâches. Apprendre à le faire moi-même, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est important d'apprendre soi-même avant de déléguer, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ouais, je sais pas trop, je sais pas trop quoi te répondre là-dessus, mais euh, moi, mon sentiment quand je vends de la formation, c'est peut-être un des seuls trucs qui pourrait un jour me pousser à ne plus vendre de formation, tu vois. C'est vraiment ce que tu disais, c'est de se dire, il y a beaucoup de personnes qui finalement n'ont pas le temps, n'aiment pas justement le faire eux-mêmes, tu vois. Typiquement, là, c'est le cas avec la prospection. Je me suis rendu compte de ça. Ouais, Les 100%. gens adorent créer des posts LinkedIn, créer du contenu, apprendre à faire je sais pas, des shorts viraux, des trucs comme ça, etc. Mais les gens aiment pas prospecter, tu vois. Enfin, ça dépend des gens. Mais beaucoup n'aiment pas prospecter. Et du coup, vendre une formation sur la prospection, je pense que c'est moins évident que de vendre une formation sur une autre thématique un peu plus marrante, créer des designs, créer des contenus, créer des vidéos, etc. Et du coup, c'est pas facile à vendre, justement, je pense particulièrement sur ma thématique à moi. Donc, il faut se dire qu'avec mes chiffres à moi, si vous êtes plutôt dans la partie création de contenu, etc., et que vous voulez lancer une formation, vous ferez peut-être beaucoup plus de chiffres que moi. C'est ça, c'est aussi ça que j'essaye de dire, quoi. Ouais, totalement. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce point-là, mais c'est vrai que, enfin, il y a ce que les gens
veulent faire et ce que les gens veulent pas faire, au-delà du prix, dans le sens, la gestion financière, tout le monde paye pour que ce soit des logiciels ou des comptables, etc. parce que personne ne veut le faire, en l'occurrence. Alors que créa de contenu, t'as du mal quand même à le déléguer parce que t'aimes bien le faire et du coup, c'est vrai que prospection, c'est un peu entre les deux. Certains détestent, certains aiment bien. D'ailleurs aussi, C'est ça, ouais. ouais, on a parlé très peu de prospection parce que bon, je pense que ce soit sur ton LinkedIn, sur le mien, sur la chaîne, etc., il y a beaucoup trop de contenu. L'objectif, c'était pas de faire justement un énième podcast sur la prospection, comment envoyer des messages LinkedIn, comment envoyer des calls d'email. Allez voir du coup le LinkedIn d'Alban, le mien, ma chaîne, la formation d'Alban pour aller voir tout ça. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de ressources. Alban, déjà, merci beaucoup d'avoir été aussi, on va dire, honnête sur tes lancements, tu vois, sur les chiffres que tu faisais, sur comment tu comptes vivre tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, du coup, durant cette année en Australie, à la fois perso et du coup pro? Je sais pas, tu t'es fixé des objectifs, pour l'instant là tu pars, tu t'en rends pas trop compte de ce qui va se passer. Bah, ce qu'il faut me souhaiter dans un premier temps, c'est que je me fasse pas piquer par une araignée mortelle ou mordre par un C'est ça que serpent, ça tu prend vois. très vite, hein. Et puis, T'es en road trip, ouais, ça va vite. Hein. ouais, c'est clair. Bah, surtout quand tu bouges beaucoup, que tu vas un peu dans le désert, des trucs comme ça, etc. Non, mais ouais, je dis ça pour rigoler, évidemment, même s'il faut faire gaffe, quoi. Mais bah, déjà, bah ouais, non, mais il faut me souhaiter un bon voyage parce que voilà, c'est quand même stressant. Hein. C'est la première fois que je vais aussi loin, je pars à l'autre bout du monde, etc. Et puis surtout que j'arrive du coup à trouver cet équilibre finalement entre finalement profiter de l'aventure qui va être folle et aussi pouvoir gérer mon business et ne pas non plus me reposer sur le fait que bah, mon business model va se simplifier et donc que ça va être plus facile de vendre, etc. Il va falloir quand même qu'il y ait du boulot, donc trouver ce bon équilibre, ça va être important aussi, ouais. Ok, ouais, super intéressant. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi net et d'avoir autant partagé. Je précise, effectivement, on a changé de chaîne pour les podcasts, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense qu'avant c'était sur ma chaîne principale. Aujourd'hui, j'ai fait une chaîne dédiée pour les podcasts, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les suivre, on va dire, la suite des épisodes. Puis écoute, Alban, encore merci beaucoup. Peut-être qu'on se fera un petit call, du coup, je sais pas, à ton retour, peut-être un podcast en présentiel à ton retour d'Australie pour voir un peu ce qui s'est passé et comment tu as changé tout ça. D'ici là, je balance le nom vers ton LinkedIn, je suppose, et après, du coup, Ouais, ils iront te découvrir. avec plaisir. Ouais. Nickel. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup et on se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode de Offcast.